Un zoom du jour consacré à une notion oubliée quelque peu ces dernières années, celle du peuple. Pour en parler, je reçois Gabriel Robin et Benjamin Demlay. Bonjour messieurs. Bonjour. Gabriel Robin, vous êtes le rédacteur en chef numérique du magazine L'Incorrect. Benjamin Demlay, vous êtes auteur dans ce magazine L'Incorrect. Et donc vous co-signez tous les deux cet ouvrage à la couverture flash, Le nom du peuple, édité au CERF, aux éditions du CERF. À propos du peuple, Gabriel Robin, Benjamin Demlay, est-ce que vous pouvez commencer par nous donner une définition du peuple, votre définition du peuple ? Oui, alors bon, c'est une question qui est centenaire dans les sciences politiques, donc on n'aura pas la prétention d'y répondre aujourd'hui de manière exhaustive. En revanche, ce qui est certain, c'est qu'il ne faut pas réduire le peuple à l'une de ses parties ou à l'une de ses dimensions, et c'est une tendance qu'on peut observer aujourd'hui dans le domaine politique ou dans le domaine médiatique. On va opposer les classes populaires aux élites, on va opposer la France périphérique à l'électorat d'Emmanuel Macron, des insiders qui se trouvent dans les métropoles. À notre sens, c'est faux. Le peuple, il est composé de l'ensemble des citoyens français. Ça va de Bernard Arnault jusqu'à une personne qui touche le RSA. C'est comme ça. Tous ces gens-là votent. On est au suffrage universel. Donc on est obligé d'accepter la dimension plurielle du peuple et le fait qu'il soit extrêmement protéiforme et qu'il recouvre des imaginaires, des catégories sociales, voire ethnoculturelles, aujourd'hui, en tout cas en France en 2019, très différentes. Donc le peuple, au fond, c'est toutes les personnes qui ont une carte d'identité française ? Alors je dirais pas ça. En fait, le problème, il se pose même pas exactement de cette manière. Moi, ce que je constate, c'est que le peuple, il a une traduction politique, il a une traduction au sein des institutions de la Ve République. À partir du moment où on a des gens qui peuvent voter et qui peuvent donner une majorité, ne serait-ce que de 50,1% à un candidat, on a une réalité populaire au sens politique. Je pense qu'il faut partir de là avant d'avoir des constructions qui sont idéologiques. Les constructions idéologiques, elles peuvent venir après. C'est ce qu'on impulse, c'est ce qu'on recrée, c'est ce qu'on redéfinit en redéfinissant le contrat social par du socio-économique, par de la politique sociale, par la suite dans la longue durée. Moi, je rebondis sur ce que disait Emmanuel. Alors, Gabriel, je suis navré. Oui, ça commence bien. Emmanuel Macron n'est jamais loin, peut-être dans nos discussions, c'est peut-être révélateur. On a peut-être beaucoup pensé à lui, d'une certaine manière, en écrivant ce bouquin. Je crois que, en effet, aujourd'hui, on a des idées, en particulier celle de Chantal Mouffe, qui est une politologue plutôt marquée à la gauche radicale. Par le marxisme. Par le marxisme, absolument, et qui s'inspire beaucoup des expériences d'Amérique du Sud. On a cette politologue... Le fameux Kesebayan Todos en Argentine, qui est l'un des cris vraiment de ralliement du populisme chimiquement pur. Qui a une époque inspiré Podemos, par exemple, qui a inspiré les Grecs aussi bien que les Espagnols, la France insoumise. Bon, on a cette vision de Chantal Mouffe, qui est une vision qui est complètement exclusive, qui consiste à dire, finalement, le populisme, ça consiste à réintroduire de l'affect, de la polarité, du conflit d'intérêts à l'intérieur de la démocratie. Et finalement, le populisme, c'est une partie seulement du peuple, c'est un ressucé de la lutte des classes, en fait. Je vous demandais juste une définition du peuple, du populisme, mais, bon, on peut dévier aussi, on peut digresser. En tout cas, c'est intéressant Je crois que justement, le peuple aujourd'hui, concrètement, là où je veux en venir, c'est qu'il y a une incertitude quant au contour précis du peuple. Si vous me posez la question, au-delà de la carte d'identité, il y a une imprécision quant à l'attachement affectif à la France. Les gens se questionnent sur leur généalogie aujourd'hui. Ça touche pas que les immigrés, si vous voulez me faire dire ça. Et je pense que justement, la définition du peuple, on pourra peut-être apporter une réponse beaucoup plus satisfaisante intellectuellement dans 20 ans, dans 25 ans, si on a une organisation... Alors je vais aussi rebondir sur ce que dit Benjamin. Effectivement, est-ce que tout le monde se reconnaît en France, toutes les personnes qui habitent en France et qui ont une carte nationale d'identité se reconnaissent d'un seul tenant, d'un seul et même peuple? Certainement pas. Vous avez même, parmi les Français d'origine européenne et les Français de souche, c'est-à-dire les Français vivant ici, ayant leurs ancêtres depuis plusieurs siècles en France, des mémoires conflictuelles, des oppositions. Pour certains Français plutôt de gauche, l'histoire de France va commencer en 1789. Pour d'autres, l'histoire de France s'arrête en 1789. Donc, en ce sens, oui, le peuple est protéiforme. Malheureusement, dans le grand jeu mondial et dans les grands équilibres entre les nations, que ce soit en Europe ou dans le monde, nous sommes d'un seul tenant. Et politiquement, nous formons un seul peuple. Donc nous sommes obligés d'en tenir compte
dans un livre d'analyse politique et de prospective. Exactement, et pour conclure là-dessus, je pense que beaucoup de problèmes disparaîtraient, au moins temporairement, si on passait d'une logique de puissance à une logique de l'identité ou de l'obsession de l'identité aujourd'hui. On cherche aujourd'hui à définir le peuple, avant même d'être arrivé aux affaires politiques, d'avoir mené des politiques publiques, de s'être affronté à d'autres collectifs. Je pense à ce qui se passe par exemple aux États-Unis, mais je pense aussi à ce qui se passe dans la zone Asie-Pacifique aujourd'hui. Quand on aura un gouvernement qui assumera complètement cette logique de puissance, alors effectivement, le collectif français, dans les diverses composantes, ressentira les effets de ces politiques, il ressentira le frottement, il ressentira l'altérité à l'extérieur. Là, après, on pourra peut-être commencer à en parler. Pour le moment, je pense que l'obsession identitaire est quelque chose qui doit être traité dans un second temps. Et ça, je pense que c'est une idée qui est importante et qui n'implique pas de considérer qu'il n'y a pas de division, qu'il n'y a pas de fracture à l'intérieur du pays. Je pense que justement, c'est un moyen de traiter à terme ces fractures. Question un petit peu d'ordre spirituel, vous l'avez un petit peu évoqué, Gabriel Robin, les réflexions autour de la nature du peuple français. Pour certains, n'ont commencé qu'à partir de la Révolution française, date à laquelle ont été votés les droits de l'homme et du citoyen, droits, et vous l'évoquez dans votre ouvrage, reconnus et déclarés par l'Assemblée nationale sous les auspices de l'être suprême, je cite. De qui s'agit-il ? Alors, attendez, il y a une chose qu'il faut immédiatement préciser. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 a été dévoyée avec le temps. Quand on pense à 1789, aujourd'hui, en fait, on fait implicitement référence à un auteur qui est très méconnu, qui est Anacharsis Clootz, qui était d'origine prussienne et qui a écrit un livre, un petit opuscule à l'époque qui s'appelait La République universelle du genre humain, où justement il ne faisait plus la distinction entre le citoyen, c'est-à-dire le national, et l'étranger. De fait, lui-même étant prussien et ayant été aussi hébertiste, il avait une vision très radicale de la Révolution française qui préfigurait en quelque sorte le cosmopolitisme contemporain. Il faut préciser que durant la Révolution, il n'a pas fait long feu. Il n'a pas fait long feu en plus, il était. Parce que la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, c'est une déclaration de principe qui est très libérale et qui n'a que peu de rapport avec l'idée qu'on se fait aujourd'hui des droits de l'homme, notamment avec l'idée qu'on se fait, qui est plutôt issue de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, donc et après la Seconde Guerre mondiale, là qui crée des droits collectifs, des droits cliqués. On met au centre, en 1789, la personne humaine. L'être suprême, c'était une manière aussi d'arrimer quand même une transcendance et d'arrimer... Est-ce que c'était une référence au Dieu catholique, cet être suprême, ou s'agit-il de quelque chose, d'une autre entité ? Il faut quand même voir que cette Déclaration universelle des droits de l'homme, elle est acceptée à l'époque par Louis XVI, dans un contexte politique qui est compliqué, où il n'a pas l'entièreté peut-être de sa liberté, il n'empêche qu'il l'accepte. Et c'est pas forcément là-dessus que va se jouer son opposition ensuite à d'autres révolutionnaires. Et c'est pas ça qui va le conduire à la mort, en fait. C'est plutôt justement le rapport entre le national et l'étranger quand on va l'accuser de traîtrise pour s'être rapproché en fait, sur les immigrés, des frontières du royaume et des immigrés, effectivement. De la fuite aussi à Varennes. Absolument. Là, vous mettez le doigt sur quelque chose de très intéressant et on rejoint un peu notre question sur le populisme et les limites du peuple, c'est-à-dire que les droits de l'homme, en soi, c'est pas nécessairement un problème. Il y a plusieurs définitions des droits de l'homme, il y a plusieurs écoles pour définir les droits de l'homme. Nous, ce que nous défendons, c'est une vision où il y a certes des droits de l'homme, mais aussi des droits du citoyen. Et je pense qu'il y aura une tendance qui serait... Mais 1789 a été conçu comme ça. C'est exactement ça. Aujourd'hui, il y a un dévoiement, en réalité, quand on fait référence à 1789. Juridiquement, la distinction entre le citoyen, le national, la personne qui vit le français, et l'étranger est très bien faite. Mais en revanche, un étranger a droit à un procès équitable, pardon. Ça va de soi. Un étranger, pourquoi serait-il jugé différemment pour les mêmes faits qu'un Français ? Mais en revanche, pour tout ce qui est aide sociale, pour ce qui est accès à la fonction publique, à l'armée, etc., ça fait sens, c'est logique, ça doit être réservé aux nationaux. Mais donc ça, c'est pas vraiment, il me semble que c'est pas vraiment un débat contemporain. Ce qui, à la limite, peut poser problème et ce qui serait plus contemporain, c'est le piratage d'une conception traditionnelle et française des droits de l'homme, parce qu'il existe aujourd'hui au sein de la Cour européenne des droits de l'homme, voire au sein de certains pans des Nations Unies. À l'ONU parce aussi. que même là, effectivement, on pourrait en discuter. C'est-à-dire cette idée que les droits de l'homme sont déconnectés d'une logique et avec politique. des droits créances aussi. Avec des droits créances. Avec des droits créances. On va passer à une toute autre question. Vous reprenez, messieurs, les propos du géographe Jacques Lévy, selon lesquels nous passons actuellement, je le cite, de l'ère agro-industrielle à l'ère
post-néolithique. Qu'est-ce qu'il a voulu dire par là? Ça, c'est une question qui est passionnante et qui, à mon avis, est au cœur des difficultés d'une partie des populistes en France et d'un certain camp conservateur. Je crois que la question de la mobilité, aujourd'hui, elle est vraiment au cœur de tous les fantasmes. La question de la frontière est au cœur de tous les fantasmes. La question du territoire, elle est au cœur de beaucoup de discussions politiques que l'on a. Je crois que ce qu'on a essayé de faire en s'appuyant sur la géographie contemporaine et simplement sur les faits, c'est de voir dans quelle mesure des représentations, des manières de voir le territoire, des manières de penser la mondialisation pouvaient bloquer l'accès aux affaires politiques aujourd'hui, tout simplement parce que ça ne correspond pas à l'expérience et à la réalité de la majorité des Français aujourd'hui. Je pense qu'il y a une défiance à l'égard de la mobilité qu'on oppose à la défense traditionnelle du territoire qui aujourd'hui est complètement aberrante. Il y a des mobilités immobiles aujourd'hui. C'est-à-dire qu'avec les frontières immatérielles, les frontières dématérialisées, notamment avec le numérique, vous avez accès au monde entier. Et ça, c'est d'ailleurs l'une des grandes raisons des fractures avec la jeunesse immigrée aujourd'hui par rapport à leurs parents et à leurs grands-parents. Il y a un retour refoulé à l'inconscient identitaire du lieu d'origine, parce que Internet aussi facilite et permet par exemple la création de réseaux, d'infrastructures, Mais qu'est-ce qu'il a voulu dire par ère post-néolithique? Qu'est-ce que ça veut dire le néolithique, le post-néolithique? Alors le néolithique correspond, si vous voulez, à la sédentarisation. C'est la création des États territoriaux, c'est-à-dire des États qui vont contrôler des cités avec des palissades, qui vont contrôler des espaces miniers éventuellement, qui vont contrôler des espaces commerciaux. Et l'ère dans laquelle nous nous trouvons, elle ne remet pas en cause nécessairement l'État-nation en tant que tel, mais elle remet en cause l'idée que les douanes, par exemple, que la frontière physique, classique, entre la France et l'Espagne, entre la France et la Belgique... On cause les dynamiques entre ces différents États-nations. Qu'il suffirait de contrôler ces frontières ou de contrôler le territoire par la police, la gendarmerie, même dans certains territoires qui sont en train de devenir des micro-narco-États comme la Seine-Saint-Denis. D'ailleurs, je vais faire un pont et rebondir, parce que quand on parlait de 1789 tout à l'heure, l'une des raisons de l'explosion de la Révolution française, c'est le problème des octrois. Et les octrois, si vous voulez, là, c'était des micro-frontières à l'intérieur même de la France. Vous aviez aussi la question des corporations. Donc avec des difficultés d'accès à un certain nombre de professions qui étaient héréditaires, qui étaient extrêmement normées. Et aujourd'hui, en France, donc vous avez des normes étouffantes, donc qui s'appliquent à tous, etc. Et c'est exactement la même chose, en fait. Cette problématique des octrois correspondait vraiment à une ère qui n'était pas encore post-néolithique, mais qui était encore pleinement imprégnée par le néolithique et les petits territoires. Aujourd'hui, vous avez une explosion des territoires, avec une remise en question au nom du libre-échange, des douanes, etc. Nous, on ne dit pas, d'ailleurs, qu'on est contre le libre-échange, c'est un fait. On dit que peut-être il faut réfléchir à des manières de l'accommoder, de l'aménager dans le sens des intérêts de la France. Le temps avance et je voudrais vous entendre sur une autre notion, celle de progrès que vous évoquez dans votre ouvrage. Vous estimez qu'elle est encore très bien reçue pour une écrasante majorité de Français. Expliquez-nous pourquoi le progrès, cette notion de progrès, ce qu'elle veut dire, pourquoi elle est si bien reçue par les Français. Peut-être qu'on a une tendance aussi, dans le camp conservateur, à confondre le progressisme, qui est l'idéologie du progrès, et le progrès en lui-même. Le progrès technique qui réussit. Le progrès, c'est une tradition qui réussit, ou comme disait le poète Joséphin Péladan, il faut avoir tout le passé présent à l'esprit pour envisager l'avenir. C'est une référence audacieuse, mais je l'approuve. Voilà. Bon. Donc, le progrès, c'est évidemment et toujours une notion améliorative. Je pense dans l'histoire des hommes. Le progrès, c'est la roue. Le progrès, c'est Gutenberg. Le progrès, c'est aujourd'hui aussi Internet qui a évidemment ses problèmes, ses dérives, mais sans Internet, par exemple, TV Liberté ne pourrait pas diffuser, peut-être. Tout à fait. Vous n'auriez pas obtenu un canal ardien. Donc, et le progrès dans sa dimension politique, le progrès quand Emmanuel Macron est arrivé au pouvoir, voilà, il avait impulsé toute sa campagne politique sur cette idée de progrès. Qu'est-ce que ça recouvre ? C'est une fausse opposition, en fait. Il a généré ça très habilement, et pas que lui d'ailleurs, et ses opposants. Tout à fait. L'opposition entre progressisme et nationalisme, d'ailleurs, ça pouvait être intéressant tactiquement, comme une première étape, mais aujourd'hui, en rester là,
Et tomber en fait dans ce piège dialectique d'Emmanuel Macron, c'est une erreur politique majeure qui ne peut conduire qu'à des défaites. Je pense que ces opposants, effectivement, se sont laissés enfermer dans des oppositions qui n'ont pas lieu d'être. Ils ont eu raison au départ. Si vous prenez, effectivement, à nouveau l'exemple du territoire pour parler du progrès, l'idée que le contrôle du territoire au sens classique, au sens géographique, serait suffisant pour sauver l'État-nation, aujourd'hui, est tout simplement une aberration. Parce qu'on est à une ère où les territoires sont des territoires affectifs, sont des territoires mentaux, qu'on le veuille pas. C'est ce dont parlait Jacques Lévy, et ça passe par le numérique. Vous ne pouvez pas contrôler exactement ce que les gens regardent sur leur smartphone quand ils sortent d'une salle de classe, quand ils sont dans la rue, etc. Et au-delà des regroupements qui existent de minorités ethnoculturelles aujourd'hui, on s'attache à ne voir que ça. Mais ce qui compte, c'est ce que les gens ont là-dedans, ont ici. Ça, c'est pas contrôlable. Il ne s'agit pas que l'État, d'ailleurs, nécessairement, cherche à le contrôler à toute force. Il s'agit de dire qu'aujourd'hui, nous sommes à l'intérieur d'un pays qui est tissé de réseaux, qui sont des réseaux affectifs, qui, par le numérique, par les nouvelles technologies... Des réseaux affectifs, mais aussi des réseaux très concrets d'intérêt économique, etc. Bien sûr, constituent des territoires qui sont d'un autre type. C'est ça le post-néolithique. C'est le moment où l'État territorial, il est piraté par la logique de la mobilité tous azimuts. Et ça concerne tout le monde. Et concernant le progrès, effectivement, vous avez aujourd'hui 30% des étudiants du secondaire. Dans la nouvelle génération, vous allez avoir un peu plus de 30% de diplômés du secondaire au-delà de la licence. Vous avez 30% des étudiants du secondaire qui ont une expérience de mobilité qui est d'au minimum 6 mois durant leur scolarité. Il est évident que cette mobilité qui permet d'aller, par exemple, dans une école de commerce en Chine, qui permet d'aller en Écosse dans une faculté d'histoire très spécialisée, ou en Erasmus rencontrer son conjoint, vous avez 10% aujourd'hui des gens qui font Erasmus et qui ont un enfant. Non, mais on le voit. Qui ont un enfant. On le voit à Toulouse, moi qui suis toulousain par exemple, avec Airbus. Airbus a créé énormément de couples entre Européens. De couples franco-allemands, de couples franco-espagnols, de couples franco-français. J'aimerais qu'on parle de ce sondage également assez intéressant que vous évoquez dans votre ouvrage, je le répète, Le nom du peuple. 88% de Français rejetteraient l'idée, la notion de parti politique, et pourtant c'est bien sur un parti politique traditionnel que le président actuel a été élu. Comment vous expliquez à la fois ce rejet et en même temps cette adhésion totale, en plus sur un parti qui venait de nulle part? Mais ils ne peuvent pas faire autrement. Si vous voulez, ils ne peuvent pas faire autrement parce que vous avez un jeu politique qui est fait pour les partis. De Gaulle voulait, avec la Ve République, mettre un terme à la guerre entre les partis et générer le bipartisme. Bon, c'est plus le cas aujourd'hui. Encore qu'on revient à une forme de duopole, mais déséquilibré en faveur d'En Marche, puisque il a cette possibilité, de par les institutions de la Ve République et le régime présidentiel, qui, au premier tour, propose un choix et au second tour, une élimination, pourquoi pas se maintenir. C'est pas forcément qu'on le souhaite d'ailleurs, mais il y a des méthodes. Les Français rejettent les partis. Pourquoi ? Pour une raison très simple, parce qu'ils estiment que ces partis politiques ne les représentent plus ou ne sont plus en capacité de servir décemment leurs intérêts. Il y a une crise très profonde de la démocratie représentative depuis 30 ou 40 ans, parce qu'elle n'a pas accompli les missions essentielles que le peuple souhaitait. Donc c'est ça aussi le nom du peuple, c'est une réponse, c'est une défiance, c'est une crise de confiance, mais pour autant ils sont bien obligés de voter. Ils les rejettent dans les faits, puisque c'est le tous pourri, etc. Mais ils se disent, il faut bien quand même quelqu'un pour diriger, pour présider aux affaires du pays. Et quand on leur parle de démocratie directe comme les Gilets jaunes, vous voyez bien que ça ne suit pas jusqu'au bout. C'est une intention, mais une intention qui n'est pas suivie. Exactement, on est dans une phase qui est extrêmement intéressante. En fait, on est dans une phase de mutation. C'est là qu'intervient le populisme. Voire même, d'une certaine manière, le populisme dit transversal d'Emmanuel Macron, c'est quelque chose qu'on a essayé de théoriser, entre guillemets, dans ce livre aussi, pour essayer de montrer comment Emmanuel Macron était une sorte de populisme. Il y a une mutation, et cette crise de la démocratie libérale, vraisemblablement, elle va s'accentuer. Si vous regardez le comportement électoral des jeunes générations, on n'a aucune raison de penser que le taux d'abstention va baisser. On a plutôt des raisons de penser qu'avec la disparition des boomers, des baby-boomers, excusez ma trivialité, la crise de la démocratie va aller s'accentuant. Alors, il n'empêche que, pour le moment, vous n'avez pas d'alternative au parti. Mais ce qui est très intéressant, c'est que ça fait signe vers un certain nombre d'innovations pour les partis. Je veux dire un régime politique ne peut avoir que des partis. Bien sûr. On peut pas. Un régime politique tel que le nôtre, une démocratie, une république, et même la plupart des monarchies ont des partis politiques. Les gens s'organisent fonction de leur sensibilité, de leur idéologie, en partis politiques.
Et on reproche aux partis bien des choses, mais on ne peut pas faire autrement qu'avoir des partis. Pour revenir en deux mots sur les partis populistes, comment expliquez-vous que les thèmes abordés par les partis populistes remportent certaines victoires, mais en même temps, ces victoires n'entraînent pas une véritable adhésion à leurs idées? Donc comment est-ce que vous expliquez cette dichotomie? On voit bien que l'immigration, la démondialisation arrive sur le devant de la scène, remporte certaines victoires dans l'idéologie, mais en même temps, les partis populistes qui font la promotion de ces idées, voilà, les gens restent toujours en retrait par rapport à eux. On voit tout de même quand même que le RN, même s'il n'est pas aux affaires, a un certain succès. Noyau électoral qui est un noyau électoral solide. Extrêmement solide. Le problème, c'est la marge de progression possible du RN dans les conditions actuelles. Dans les conditions actuelles. On en revient. Le fameux plafond de verre. Non, c'est pas ça. On en revient d'ailleurs à la question des institutions. Et à la question des institutions. On en revient à la question des institutions. Parce que si en Italie, l'équivalent à peu près du RN, qui est la Ligue, anciennement Ligue du Nord, mais aujourd'hui Ligue Lega, tout court. Bon, il y a eu quelques péripéties cet été, on ne va pas revenir dessus, c'est un petit peu compliqué, mais si en Italie ils ont pu accéder aux responsabilités, c'est parce que c'est un régime à la proportionnelle qui ménage des possibilités d'alliance, tant avec le centro-destra que là, pour gouverner, ça a été avec le mouvement 5 étoiles. Alors ça n'a pas tenu, parce que ça ne pouvait pas tenir sur la durée, parce qu'il y avait des oppositions idéologiques assez fortes et des égos aussi, des personnalités des deux côtés qui n'avaient pas envie de partager le gâteau. Mais c'est rendu possible, pour ces raisons-là, c'est rendu possible en Autriche pour les mêmes raisons aussi. Et en France, il y a des problèmes institutionnels. De toute façon, même Macron l'a pris en considération et le prend en considération. Il suscite un débat sur l'immigration, là, en ce moment. Il va aussi certainement injecter une dose de proportionnelle, peut-être insuffisante. Mais tout le monde s'aperçoit que la France est actuellement en crise de démocratie et que les gens n'en peuvent plus parce qu'ils ne se sentent pas représentés au Parlement. Et le Parlement, étymologiquement, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie parler. Parler au nom donc, du peuple. Il y a la question des institutions, et en même temps, si on s'intéresse à la marge de progression possible d'un parti comme le RN, je crois qu'on revient aux questions précédentes, c'est-à-dire on revient finalement aux représentations qui ont été développées jusqu'à présent par les populistes et à l'idée de progrès. Tant qu'on est dans une optique populiste complètement exclusive, qui est plus ou moins inspirée de l'extrême gauche et de Chantal Mouffe. Je constate quand même que j'ai vu des inflexions, en tout cas, sur ces questions. Il y a des inflexions actuellement, de plus en plus sur les questions de l'innovation. Depuis 2 ans, on l'a vu, même il y a eu l'invitation de certaines personnalités, etc. On voit quand même une progression et aussi la prise en compte du fait de la globalisation. C'est-à-dire qu'il y a une volonté, effectivement, de combattre les excès et les excès pervers de la globalisation, des industrialisations, etc. Mais on s'aperçoit aussi que la France n'est pas une monade, elle est dans le monde. Et elle doit tenir compte du jeu diplomatique mondial, du jeu économique. 300 000 étudiants étrangers, voilà. La France. Et c'est quelque chose qui va plutôt aller en s'accélérant. Mais on revient à ces thématiques. C'est effectivement, tant qu'on a un parti, en tout cas c'était le cas en 2017, qui est vu comme le parti de la définition obsolète, d'une certaine manière, de la réalité. Malheureusement, c'était ça le piège tendu par Emmanuel Macron à Marine Le Pen. C'est le piège qui lui a été tendu à l'époque. Mais il a pris le monopole. Il a pris le monopole du progrès et donc du présent. Et de l'analyse actuelle, contemporaine. Et c'est ça le problème. Je pense au corps défendant d'ailleurs de Marine Le Pen qui a essayé, mais médiatiquement aussi, il y a eu quand même un emballement. Il a été présenté, etc., de manière extrêmement positive. Il était jeune, il était beau, enfin, il avait certains atouts. Mais il y a eu une tentative de résistance. Messieurs, je vais devoir vous couper. On arrive déjà à la fin de notre entretien. 26 minutes sont déjà écoulées. Merci d'être venu sur le plateau de TV Liberté. Je rappelle à nos téléspectateurs donc, le titre de votre ouvrage, c'est Le nom du peuple aux éditions du Cerf. Merci messieurs. Merci pour cette causerie, Pierre. Merci Pierre.